le problème, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait à Marseille, en fait? Est-ce qu'on prend le temps? Et je sais, je connais bien la région marseillaise et les supporters marseillais, cette impatience, cette folie, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce club qui est à part. Il faut prendre le temps. Le foot, il ne se construit pas du jour au lendemain, mais à Marseille, on n'a pas le temps. Donc, c'est difficile de pouvoir ramener un nouvel entraîneur, ramener de nouveaux joueurs qui doivent s'adapter un petit peu à une philosophie. On a vu cette intersaison côté marseillais. Étant donné un petit peu ce que je vois de ce qu'est en train de faire Pablo Longoria et Javier Ribalta, avec qui j'ai eu des échanges récemment, on veut faire une équipe pour gagner, parce qu'à Marseille, on veut gagner. Et l'ADN de Marseille, c'est se réveiller avec le sourire et gagner. Et à Marseille, on n'a pas le temps. Mais on aime le foot et le club plus que tout. Donc, je suis un petit peu sceptique et paradoxal sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire. Mais le foot, il demande du temps. Et l'ennemi sportif de l'OM, qui est le PSG, on voit bien que malgré des millions, pour le moment, on n'a pas atteint l'objectif numéro 1. Et à Marseille, on doit prendre le temps. Et j'espère qu'ils auront le temps. Mais en tout cas, bon, je sais que Pablo Longoria essaye de faire de ce travail-là, mais ce n'est pas évident. Oui, bon, moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Javier Ribalta, parce que vous savez que j'ai la chance d'être bilingue français-espagnol. Donc, Javier parle espagnol, évidemment, couramment. On est dans les échanges, notamment lorsque le dossier Verretou n'était pas encore finalisé. Donc, est-ce que ça allait se finaliser? Est-ce qu'il fallait trouver le même joueur que Verretou dans des conditions financières et sportives acceptables? Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui, très intéressant, très réactif, avec beaucoup de motivation. Dès le départ, il m'a dit que Verretou était la cible numéro 1 du club. Donc c'est bien, ils ont persévéré dans cette voie-là. Ils ont fait ce dossier-là qui était important. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui à ce niveau-là, malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, parce que vous savez que les réalités économiques parfois freinent un petit peu les dossiers. Ils sont allés avec beaucoup de pugnacité et de détermination au bout de ce dossier, et finalement Verretou a signé. Je pense que c'est un club extrêmement populaire, avec une renommée mondiale, qui a une politique financière raisonnable. Je pense que depuis que Pablo Longoria est arrivé, il essaye de trouver une corrélation entre le niveau du joueur, le niveau du marché et les dépenses qu'il essaye de faire. Et je pense que Marseille, aujourd'hui, n'a pas les moyens de faire des transferts comme ils ont fait à l'époque avec Strootman et compagnie. Le cas intéressant, c'est Strootman lorsqu'il est venu à Marseille. Je crois qu'il avait été acheté 25 millions, quelque chose comme ça. Hein. Oui, c'est bien ça. Millions, qui avait signé 4-5 ans, qui avait un salaire de 500 000 euros, plus les charges. C'est un gouffre financier. Ça veut dire que c'est un joueur qui coûte entre 35 et 40 millions d'euros. Je vous prends un autre exemple, Radonjic, qui pour moi qui a été un échec en termes sportifs et financiers. On va dire oui, c'est entre 8 et 10 millions, mais c'est énorme, 8 et 10 millions. Tu peux faire des coups extraordinaires à 4-5 millions. Donc, on va dire qu'il y a presque une enveloppe de 70 à 80 millions d'euros, déjà, comme ça, de visu rapide, qui ont été dépensés, qui pourraient être dépensés aujourd'hui différemment, mais que Marseille n'a peut-être plus, parce que Franck McCourt met de l'argent. Et un club de foot, ça coûte beaucoup d'argent. Et des fois, ça rapporte pas beaucoup de choses, si ce n'est des emmerdes. Mais aujourd'hui, Pablo Longoria essaye d'équilibrer ça, de faire des très, très bons coups. Il est très malin, il est très actif sur le projet du club de Marseille, mais il ne peut pas dépenser n'importe quoi. Il faut surtout vendre aussi un petit peu, il faut épurer, parce que les comptes, c'est important. Ouais, j'ai eu cette réaction parce que moi, j'étais joueur de foot, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai eu la chance d'être consultant pendant 8 ans. J'ai fait toutes les compétitions françaises, internationales, mais je crois que quelqu'un qui est professionnel de ce métier-là, on ne peut pas se contenter de ce qu'a dit Lorbolo l'autre jour. Je suis désolé. On doit expliquer que Alexis Sanchez de 2022, c'est peut-être pas Alexis Sanchez de 2014. Ouais, mais ça, tout le monde le sait. Voilà. Ouais, évidemment. Si en 2014, il est à Arsenal et pas à Marseille, c'est qu'il y a une raison. Mais en fait, on ne peut pas non plus expliquer que Alexis Sanchez, on n'est pas convaincu avant d'avoir vu. Parce que le Alexis Sanchez qui vient à l'OM, on va attendre de lui des performances
on ne va peut-être pas exiger les mêmes performances que ce qu'il a eu à Arsenal en 2014-2018. En plus, on fait référence à 2014-2018, c'est-à-dire une référence il y a 8 ans, alors qu'il vient de passer 3 ans en Serie A et 1 an en Manchester. Donc, sur 4 ans, il a fait à peu près 100 matchs, et ça veut dire à peu près 25 matchs par saison. Bon, déjà, ce n'est pas un joueur qui est cuit, premièrement. Deuxièmement, de me dire je ne suis pas convaincu, c'est comme si je te disais j'aime pas la bouillabaisse. Mais je ne t'explique pas pourquoi. En fait, on ne peut pas se permettre, lorsqu'on est. Après, c'est mon point de vue encore. C'est pour ça que je suis un petit peu monté sur le tweet de leur boulot. On ne peut pas se permettre de faire de telles analyses primaires. Je ne suis pas convaincu. Ouais, mais pourquoi? On s'en fout que tu n'es pas convaincu, ce n'est pas le problème. Parce que quand Messi est arrivé, tu étais convaincu. Quand Draxler est arrivé, tu étais convaincu de quoi? Draxler, tu étais convaincu de quoi? Paredes, tu étais convaincu de quoi? Ils sont tous repartis sans avoir convaincu personne. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, je suis content qu'un joueur comme Sanchez vienne à l'OM. Et s'il doit mettre 4 buts et donner ce qu'il a donné, parce que ça permet à l'équipe de faire du bien et de progresser, tant mieux. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de me dire, ah ouais, mais Sanchez, c'est pas le Sanchez. Ah oui, mais bon. Pour moi, c'est pas des arguments. Et quand on donne la parole à des gens à une heure de grande écoute comme ça, c'est pas pour venir déblatérer des futilités et des banalités comme ça. C'est pour ça que je suis intervenu, parce que les gens méritent mieux que ça. Voilà. Tu ne sois pas convaincu que tu n'aimes pas, il n'y a pas de souci. Mais explique pourquoi. Donne-moi des arguments. Est-ce que tu as suivi la Serie A? Les 3 ans qui viennent de passer en Serie A. Est-ce que tu as suivi? C'est ça que je vais t'expliquer. Voilà. Donc le football, ça ne s'invente pas. Donc, de temps en temps, Brahim, il sort de son canapé, il met le tacle qu'il faut. Si je te prends mon exemple, j'ai joué 15 ans au haut niveau de la Ligue 2, de la Ligue 1, voilà, humblement, un niveau quand même intéressant, où il y a quand même beaucoup d'intensité. Et moi, j'étais un joueur qui fumait. J'ai fumé toute ma vie. J'étais un joueur qui prenait l'apéro de temps en temps. J'étais un joueur qui sortait jamais la semaine. Après les matchs, je sortais. Et j'ai jamais eu de problème de niveau physique. J'ai jamais eu de problème de blessure. Mais il y a des joueurs qui ont besoin d'être très rigoureux, de faire attention à leur poids, de bien manger, de bien dormir, parce que quoi qu'il arrive, c'est la clé du sportif de haut niveau. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est adaptable à chaque personne. Voilà. Il n'y a pas de vérité. Moi, j'ai joué contre des équipes quand j'étais à Caen, en Ligue 1, où une demi-heure avant le match, je fumais une clope avec des adversaires adverses, des grands clubs, parce qu'ils fumaient. Et c'est les joueurs qui couraient le plus sur le terrain. Tu vois, aujourd'hui, Verratti, qui est quelqu'un qui fume, on l'a vu, on le sait, c'est un joueur extraordinaire. Voilà, il y a d'autres qui vont dire oui, mais il pourrait faire plus. Oui, mais ce qu'il fait déjà à son niveau, alors que peut-être qu'il fume, qu'il n'a pas vraiment l'hygiène de vie adéquate, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis qu'il n'y a pas de vérité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut se coucher. Moi, j'ai été formé avec des joueurs qui ont été exemplaires, qui dormaient, qui buvaient de l'eau, du sucre, du citron, qui n'ont jamais fait de carrière, qui ont été tout le temps blessés. Moi, j'ai fumé depuis l'âge de 16 ans, j'aimais bien l'apéro, j'étais formé dans le sud de la France, et j'ai jamais eu de problème, j'ai fait 15 ans de carrière. Voilà. Mais ça, c'est adaptable à chaque fois. Après, il faut déterminer un cadre rigoureux, légal. Voilà. Et dans ce cadre-là, chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui compte, c'est le terrain. C'est ce qui se passe sur le rectangle vert. Moi, j'ai eu la chance de jouer en Espagne. J'étais voisin avec Romario. Romario, la veille des matchs, sortait en boîte de nuit. Le lendemain, à Mestalla, il faisait un festival. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis qu'il n'y a pas de vérité. Voilà. Si tu estimes que tu dois être sérieux, bien dormir, bien manger, et que ton poids de forme, c'est tel poids, et qu'il faut t'y attacher, fais-le. Si tu estimes que tu n'as pas de problème avec ça, que tu peux te coucher à 2h du matin la veille du match et être un lion le jour du match, fais-le, tu n'as pas de souci. Souleymane Diawara, à Bordeaux, avec Jean-Louis Gasset, lorsqu'il a voulu manger des haricots verts et boire de l'eau, il était nul. Jean-Louis lui a dit, arrête, continue à boire du whisky, va te boire un petit coup. Et c'était le lion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. D'autant plus que qui était le meilleur pote de Mamadou Niang. Mais le mental, c'est 80% du joueur de foot. Donc, que tu aies 18, 20, 25 ou 35, c'est la même chose. Le mental, c'est l'ADN du sportif de haut niveau, enfin du footballeur, de ce que je connais. Donc, c'est Andreas Pirlo d'ailleurs qui l'a dit. Il a dit le foot, c'est 80% dans la tête et 20% dans les pieds. Je sais, si lui, c'est 20% à
lui, c'est 80% de nos pieds à nous. Donc là-dessus, on peut que s'y fier. Et forcément, le mental, la volonté, la détermination de toujours aller et de rien lâcher. Quand tu deviens plus âgé, évidemment, parce que il y a forcément la récupération qui devient peut-être un peu plus difficile, les efforts plus difficiles. C'est un élément, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Moi, j'en discute souvent avec un ami à moi qui est agent. C'est l'agent à Chiellini. C'est Davide Lippi, le fils à Marcello Lippi, qui me raconte, parce que je lui dis, mais comment il fait, Giorgio, pour être à ce niveau-là, il a encore signé à Los Angeles. Il m'a dit, c'est ça, c'est le mental, il ne laisse rien au hasard, tout ce qu'il fait, il fait bien. Et pour moi, c'est exceptionnel. Voilà, c'est un exemple à suivre. Mais c'est valable quand tu as 18 ans, 20 ans ou 25 ans. Mais c'est encore plus valable quand tu as 35 ans, parce que tout devient un peu plus difficile. Et le mental, c'est la base un petit peu, même, je veux dire, de la vie de tout le monde. Voilà. Si tu n'as pas le mental dans la vie, tu vas stagner, ou tu ne vas pas évoluer, ou ce que tu vas entreprendre, tu vas l'échouer.